Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour découvrir ensemble les grands titres de l'actualité, au premier rang desquels le pass sanitaire. Dans ce journal, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ce sésame pour un début de retour à une vie presque normale. Il entrera en vigueur le 2 juillet. Le pass sanitaire mode d'emploi, Julien Dejanovic, directeur des services numériques, répondra à toutes les questions que l'on se pose. Il y a 10 ans, au début du mois de juillet 2011, tous les regards étaient tournés vers Monaco pour assister au mariage du prince Albert II et de la princesse Charlène, l'aboutissement d'un conte de fées des temps modernes et en coulisses, un travail titanesque pour faire de cette célébration un moment aussi magique qu'inoubliable. Françoise Dumas, qui a supervisé l'organisation des festivités, sera avec nous et reviendra sur cette mission unique dans une carrière. La sensibilisation à la protection de l'environnement est une notion très importante dans le système éducatif monégasque. Récemment, des élèves de l'école des Révoirs se sont vus proposer une découverte de la biodiversité locale. Reportage à suivre. Vauxhall repart à l'assaut de nouveaux records du monde de vitesse. Après les 11 titres obtenus en 2020, la moto électrique du groupe Venturi, et pilotée par Max Biaggi, se prépare à concourir de nouveau. Ces œuvres sont saisissantes tant il est difficile de deviner au premier coup d'œil le support utilisé et la technique. L'artiste irlandais Mark Evans expose actuellement à la galerie Gismondi Pastor. Je vous le disais donc en titre, le pass sanitaire sera disponible dès le 2 juillet, mais les démarches pour l'obtenir peuvent déjà être enclenchées. Pour bien comprendre comment se le procurer et ses modalités, nous recevons le directeur des services numériques. Bonsoir Julien Dejanovic. Bonsoir Patricia. Il est sur toutes les lèvres de toutes les conversations. Tout premièrement, à qui s'adresse le pass sanitaire ? Ce pass sanitaire s'adresse aux personnes qui se font vacciner en principauté, qui se font tester en principauté avec le test PCR, ou alors qui se sont rétablis de la Covid récemment. Très concrètement, quelles sont les procédures à suivre pour se le procurer ? Il y a différentes procédures suivant la situation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes déjà vacciné, nous avons mis en ligne sur le site covid19.mc un formulaire. Il suffit de remplir ce formulaire pour réclamer votre pass sanitaire. D'ailleurs, j'encourage vraiment les personnes à continuer de remplir ce formulaire. On a eu près de 7000 demandes. Il y a donc encore un potentiel de personnes qui ne l'ont pas encore sollicité. J'encourage vraiment à le faire dès à présent. Il y a d'autres modalités. Il y a les personnes qui, à partir de ce vendredi, se feront vacciner ou à partir de ce vendredi se feront tester. À l'issue de leur passage, ils pourront recevoir directement un pass sanitaire monégasque ou un pass sanitaire européen. Enfin, les personnes qui se sont rétablies de la Covid pourront également solliciter auprès du centre de suivi Covid un certificat de rétablissement. De la même manière que pour les personnes déjà vaccinées, il suffit de remplir un formulaire qui est déjà en ligne sur le site covid19.mc. Et il y a donc à la clé, Julien Dejanovic, de précieux feux verts. Grâce à ce pass sanitaire, nous allons pouvoir donc circuler dans certaines conditions, suivant les mesures qui sont mises en place dans les différents pays de l'Union européenne et de Monaco. Et nous ferons contrôler ce pass sanitaire grâce à une application. Et donc cette application, en fait, elle va donner un feu vert ou un feu rouge en fonction de si vous êtes libre de circuler ou pas. Il va s'allumer en vert si j'ai terminé mon cycle vaccinal depuis plus de 14 jours. Je me permets d'insister sur cette notion. Ça veut dire que si je me fais vacciner le 5 juillet, mon pass sanitaire ne s'allumera vert qu'à partir du 19 juillet. Donc à prendre en considération lors de la planification de ces déplacements. L'autre cas où mon pass va s'allumer en vert, c'est si j'ai effectué un test PCR qui est négatif depuis moins de 48 heures. Au-delà de 48 heures, le pass s'allumera en rouge. Enfin, pour les personnes qui se sont rétablies de la Covid, le pass sanitaire s'allumera en vert 15 jours après le dernier prélèvement positif et 6 mois avant le dernier prélèvement positif.
Alors pour être tout à fait clair et concret, il faut préciser qu'il existe en fait deux passes sanitaires, l'un monégasque et l'autre européen. Pour quelles raisons existe-t-il deux passes? Nous avons dû en priorité produire un pass sanitaire souverain monégasque qui est en tout point conforme aux spécifications de l'Union européenne, mais du fait de la position de Monaco qui n'est pas membre de l'Union européenne, ce pass ne peut pas être reconnu de manière directe par les autorités européennes et par les pays membres. Donc nous avons conclu un accord avec la France pour convertir ce pass sanitaire en pass sanitaire français. Alors concrètement, avec mon pass sanitaire monégasque, je pourrais, grâce aux accords avec la France, bénéficier donc d'une validité sur le sol monégasque et sur le sol français. Avec le pass sanitaire européen, je bénéficierai d'une validité sur le sol monégasque et donc auprès de l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. À titre personnel, j'encourage plutôt le choix de ce deuxième pass qui permet vraiment le nombre d'usages le plus étendu. Et alors enfin, comment va-t-on le réceptionner, ce pass, selon par exemple que l'on a déjà été vacciné ou que l'on est rétabli? Si vous avez rempli le formulaire sur covid19.mc, dès ce vendredi, vous allez commencer à recevoir par email et en pièce jointe votre pass sanitaire. Je vous invite à faire attention, à vérifier également la boîte de courrier indésirable au cas où. Et ensuite, il y a le cas des personnes qui vont effectuer un test ou qui seront en cours de vaccination. À partir de vendredi, si je me fais vacciner, je pourrai sortir du centre de vaccination avec une version papier de mon pass sanitaire et puis je pourrai également le recevoir sur ma boîte email. Concernant la partie test, une fois que je me suis fait tester et une fois que je reçois les résultats, j'aurai également en parallèle la version numérique du pass sanitaire en version PDF. Julien Dejanovic, dernière précision, à la différence de la France, il n'y a pas d'application, c'est un QR code qui est délivré. C'est un QR code qui est délivré, le pass sanitaire se matérialise par un QR code. Contrairement à la France, nous n'avons pas mis d'application, on ne veut pas imposer d'application, on veut vraiment que ça soit le plus simple possible pour les usagers. Donc il suffit de garder son QR code version papier si on nous l'a distribué en version papier ou de l'imprimer. Si on a reçu le QR code par email, on peut très bien l'imprimer ou alors le conserver sur son téléphone et le stocker sur son téléphone et lors d'un contrôle, on peut très bien présenter le QR code sur son téléphone. Merci Julien Dejanovic pour toutes ces précisions et cet éclairage sur le pass sanitaire monégasque, le Monaco Safe Pass. Merci Patricia. Autre information liée à la lutte contre la Covid-19, l'ensemble des personnels de la fonction publique va pouvoir se faire vacciner à Monaco, Vanessa Dessy. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Oui, un allègement progressif du dispositif des restrictions sanitaires a été décidé le 18 juin dernier compte tenu de l'amélioration de la situation en principauté. Cependant, la vigilance doit être maintenue. Le ministre d'État encourage tous les fonctionnaires et agents de l'État ainsi que l'ensemble du personnel relevant du secteur public non encore vacciné à effectuer cette démarche, le stock de vaccins étant suffisant en principauté. Les personnes souhaitant se faire vacciner sont appelées à contacter la direction des ressources humaines et de la formation de la fonction publique à l'adresse qui s'inscrit en bas de votre écran. L'association Les Enfants de Francky crée une aire de jeu pour des enfants placés en foyer à Cannes-la-Boca. Le foyer Montbriand accueille des enfants placés par mesure de protection de justice. Un terrain a été entièrement sécurisé et dédié au jeu avec une structure spécialement adaptée pour les 2 à 12 ans. Un budget de 42 500 € a été nécessaire pour la réalisation de ce projet. L'association Les Enfants de Francky a pu compter en partie sur la générosité de ses donateurs. C'est l'un des enjeux majeurs dans le domaine de la préservation de l'environnement, la sensibilisation des plus jeunes. Des opérations allant en ce sens sont régulièrement organisées dans les écoles. Il y a quelques jours, des petits élèves des Révoirs ont pu découvrir la biodiversité locale. Reportage de Fabien Bonilla et Alexandra Marangoni. Faucon pèlerin, martin pêcheur, hémidactyle verruqueux, hippocampe ou encore mérou, voici quelques espèces qui vivent autour de nous et que l'on peut observer très facilement. C'était le thème d'une conférence donnée par 2 spécialistes de la direction de l'environnement aux élèves de CM2, une rencontre organisée à l'initiative de l'école des Révoirs.
on est venu leur présenter un peu la biodiversité qu'on a à Monaco. On a des choses qui sont vraiment magnifiques, autant sur Terre que sous la mer. Il y a plusieurs messages. Donc déjà, il faut observer cette biodiversité et ensuite la préserver. Et enfin, transmettre tout ça, qui est aussi super important. Et c'est ce qu'on est venu faire aujourd'hui. Monaco est une terre à préserver parce que, comme tout le monde d'ailleurs, et c'était intéressant d'avoir appris autant de choses sur la biodiversité. J'ai appris plein de choses sur Monaco, sur les espèces. Je savais pas qu'il y avait des rapaces, je savais pas qu'il y avait des coraux. Et ça me fait plaisir qu'il y ait des gens qui pensent à la biodiversité. À l'issue de cette conférence, un très beau livre de Jean-Charles Vinage a été offert à chaque élève de classe de 7e. Le titre parle de lui-même et correspond parfaitement à la thématique du jour. Principauté de Monaco, biodiversité sous haute surveillance. Il y a 10 ans déjà, le couple princier se disait oui. Un mariage retransmis dans le monde entier et dont les images sont encore dans tous les esprits. Pour évoquer cet anniversaire et revivre les temps forts des festivités qui ont entouré l'union du prince Albert II et de la princesse Charlène, une invitée qui a vécu les célébrations en coulisses puisqu'elle s'est chargée de l'organisation du mariage. Bonsoir Françoise Dumas. Bonsoir. Vous en avez organisé des événements. Mais celui-là, le mariage princier, reste tout de même un souvenir assez unique dans votre carrière. Absolument, c'est tout à fait unique parce que je pense que j'ai eu une fois dans ma vie un mariage princier à organiser et peut-être que je n'aurai pas une autre famille princière qui me redemandera ce même exercice, mais j'avais des liens particuliers avec la principauté de Monaco et avec la famille, puisque depuis plusieurs années, je viens à Monaco pour organiser avec la princesse de Hanovre le bal de la Rose. Donc, je connaissais bien le prince souverain. J'avais connu évidemment le prince régnier aussi, pour lequel nous avions organisé un bal de la Rose jubilé, c'est-à-dire en l'honneur du jubilé du prince régnier. Le prince Albert II et la princesse Charlène savaient très exactement ce qu'ils souhaitaient. Oui, et quand nous sommes arrivés dans l'organisation, il y avait déjà des choses qui étaient tout à fait organisées. Notamment le prince souverain, le prince Albert, souhaitait que la cérémonie religieuse se tienne dans la cour du palais. Et nous savions avec une grande angoisse que la cérémonie serait retransmise en modovision, ce qui ajoutait un peu plus à la complexité de l'organisation. Par contre, quand nous sommes arrivés, le lieu du dîner lui-même était indéterminé, il se posait beaucoup de questions. Donc l'idée, ça a été de dresser cette terrasse qui devait accueillir 500 invités. Et nous avions monté le plancher de la terrasse jusqu'à la hauteur des grandes baies de l'opéra. Et nous avons proposé, donc nous avons ouvert les baies de l'opéra, si bien que la terrasse et l'opéra communiquaient. Et donc la façade de l'opéra et la salle de l'opéra faisait qu'on avait vraiment l'impression d'être dans un bâtiment ancien, mythique de la principauté. Mais logistiquement parlant, vous avez travaillé presque sans relâche pendant des journées et des journées avec une multitude de prestataires. C'était un peu un travail de chef d'orchestre. Je crois qu'il y a plus de prestataires et de gens qui travaillent que d'invités. Les équipes étaient gigantesques parce que vous avez d'abord évidemment le projet qu'il faut présenter, chiffrer. Ensuite, nous avons tous les gens qui construisent le bâtiment lui-même. Ensuite, on a les décors, on a les fleurs, on a évidemment notre cher Alain Ducasse qui proposait le dîner. Et ça représente des centaines d'heures et des centaines de personnes qui travaillent sur ce projet. Qu'avez-vous ressenti, Françoise Dumas, quelques minutes avant le début de la cérémonie religieuse, puis à l'issue de toutes les festivités? C'est très difficile de décrire ces sentiments dans ces moments-là. Avant que ça ne commence,
il faut rester calme, mais un stress, une angoisse incroyable. Vous imaginez quand vous devez accueillir 32 chefs d'État ou familles royales, 500 invités placés dans la cour du palais qui était devenue une église. Donc, je ne sais même pas si on a le temps de ressentir quelque chose parce qu'on se dit, il faut que ça marche. Donc, c'est très, très impressionnant. Et vous avez pu échanger ensuite à l'issue des festivités avec le prince Albert II et la princesse Charlène? Non, je dois dire qu'il y a eu plusieurs moments. Quand le prince et la princesse sont arrivés avant les autres invités et que je les ai accueillis, j'ai eu des mots très très gentils de la princesse Charlène et du prince qui étaient heureux de la première partie de ces festivités. Et puis ensuite, à la fin du dîner, au contraire, c'était avec la princesse de Hanovre, la princesse Caroline, que nous avons échangé quelques mots. Et là, j'ai senti que tout le monde était heureux. Cette histoire est d'autant plus belle qu'elle s'apparente vraiment à un conte de fées des temps modernes. Ah oui, c'était d'abord dans un lieu mythique, parce que Monaco, ça fait rêver. Et puis l'histoire d'amour du prince et de la princesse, c'est un conte de fées, vous avez raison. Et pour nous, c'était aussi un conte de fées de pouvoir organiser cette soirée. On voulait surtout donner l'impression que le prince et la princesse se recevaient chez eux et pas dans une structure qui avait été inventée pour l'occasion. Oui, et l'émotion est encore palpable aujourd'hui. Françoise Dumas, merci de vous être replongée dans vos souvenirs avec nous pour célébrer le 10e anniversaire du mariage du couple princier. Merci. Toujours plus loin, toujours plus haut et surtout toujours plus vite. La moto électrique du groupe Venturi, la Voxan, va partir à la conquête de nouveaux records. Le pilote Max Biaggi et toute l'équipe sont en plein préparatif et réglage. Les explications de Frédéric Elion et Olivier Bonello. Après le carton plein effectué à Châteauroux en novembre dernier, avec 11 records du monde à la clé, et notamment celui de vitesse pour une moto électrique avec une marque de 408 km/h, la Voxan Wattman de Venturi est en cours d'optimisation pour un nouveau gros challenge, établir un nouveau record, mais cette fois-ci dans une autre catégorie, en moins de 300 kg. On a déjà repris les essais la semaine dernière avec Max, on est retourné à Châteauroux, qui est la seule piste en France qui convient pour faire nos essais. On a apporté des améliorations. Si on va en piste, c'est qu'on a des nouvelles choses à tester. On a testé un nouveau moteur et on va tester dans le futur une nouvelle batterie. L'objectif, c'est d'alléger la moto et d'avoir plus de puissance. Un gros travail est aussi effectué sur le pack batterie ainsi que sur l'aérodynamique, la stabilité et la pénétration dans l'air. Des nouveaux calculs seront lancés pour optimiser les flux d'air. Courant septembre, on va aller faire des essais en soufflerie pour valider ces nouvelles formes. J'espère qu'on va trouver des choses très intéressantes. Et derrière, on travaille aussi beaucoup avec notre partenaire Michelin. Donc on développe un pneu spécialement dédié à cette machine parce que aller à ces vitesses-là, c'est pas anodin. Le pneumatique à l'origine qu'on utilise aujourd'hui n'est pas dessiné pour aller à ces vitesses-là. On l'a poussé à ses limites. Maintenant, on veut aller beaucoup plus vite. Donc Michelin va travailler à Clermont-Ferrand pour développer une nouvelle carcasse, un nouveau mélange de façon à pouvoir obtenir des vitesses, on va dire, astronomiques. Objectif pour le pilote Max Biaggi et tout le team Venturi qui travaille sur ce programme, aller beaucoup plus vite que les 408 km/h. Sport encore avec le premier championnat de Monaco de païgéda pour les enfants de 6 à 8 ans. Il a eu lieu, Vanessa Dessy, mardi. Le païgéda est un art martial 100% monégasque à l'initiative de Claude Pouget, expert en arts martiaux. La discipline intègre dans sa pratique un vocabulaire d'une quarantaine de mots en langue monégasque. Claude Pouget a souhaité marquer la reconnaissance de son pays et de sa langue. Ce mardi, à l'issue du premier championnat, des diplômes de grade avec degrés et ceintures de couleur attestant la progression des participants ont été décernés.
Et puis la qualification des jeunes joueurs de l'AS Monaco Basket. Oui, et les U18 se sont qualifiés ce week-end pour l'Open de France Junior de 3-3 dans une finale 100% rouge et blanche sur le terrain éphémère de Cap d'Aille. Monaco a battu l'autre équipe monégasque 15-11 malgré la blessure d'un de ses joueurs clés. La principauté défendra donc ses chances à l'Open de France de la Junior League fin août au Futuroscope de Poitiers. Des nouvelles de Théo Andan, athlète licencié à Monaco. Oui, Patricia, Théo Andan vient d'être sélectionné par l'équipe de France pour les championnats d'Europe Espoir en Estonie du 8 au 11 juillet prochain. Médaillé de bronze en 2019, le licencié de l'AS Monaco Athlétisme ira chercher le podium avec ses coéquipiers. Après une saison 2021 marquée par une blessure, c'est une bonne nouvelle pour le champion de France Espoir du 400 mètres, également médaillé d'argent sur la même distance au championnat d'athlétisme des petits États d'Europe début juin. Dans un tout autre registre, le premier Monaco Streaming Film Festival se tiendra à partir de samedi. C'est un festival international de films basé sur le secteur du streaming et des films à la demande qui se déroulera du 3 au 6 juillet au Grimaldi Forum. Il s'agira uniquement de contenus courts sur 4 jours de programmation en ligne. Des poids lourds de l'industrie et de nombreux talents se retrouveront donc en principauté afin de découvrir des avant-premières et d'assister à la remise de prix à l'occasion d'une soirée de gala. Nous vous proposons maintenant de découvrir un artiste hors norme. Mark Evans sculpte le cuir avec son scalpel et le résultat de son travail donne des visuels à s'y méprendre. Charlotte Moreno l'a rencontré alors que l'artiste d'origine irlandaise expose actuellement à la galerie Gismondi Pastor. Au premier abord, on croirait voir des photographies ou des peintures sur toile, mais c'est en réalité un travail de micro-sculpture. Des centaines de coups de scalpel et couteaux irréversibles sur un cuir hydraté en amont pour faire apparaître des nuances. Patience et minutie sont les maîtres mots de Mark Evans. The piece behind me was probably 4 months' work, hundreds of hours. Il maîtrise le relief, les contrastes et la précision, surtout lorsqu'il grave des visages célèbres. À la fois artiste et alchimiste, Mark Evans effectue un vrai travail de recherche et ne cesse d'innover dans son art. It took me about a decade to really understand how I carve leather in a monotone way, in a black and white. The desire was always to be able to color the leather and achieve photorealism. I have to bring pigment into the skin, much like a tattoo artist. So it took me about half a decade to work out how I can force dyes and pigments into the surface of the suede and the nap. So this transition piece is the moment where I kind of made that leap. La difficulté, vivre dans un monde de vitesse et d'obsession où tout doit être fait à la minute. Mark Evans, lui, respire, apprend à ralentir et à penser différemment. Pour que ce journal soit tout à fait complet, les prévisions météo enfin. Quel temps pour jeudi, Vanessa ? Toujours un temps très estival avec du soleil, quelques nuages. Nous emmènerons tout de même de la fraîcheur durant la journée car les températures resteront très élevées. Elles oscilleront de 19 à 27 degrés. Le soleil se lèvera à 5h50 et se couchera à 21h17 et nous fêterons les Thierry. Et demain à 19h, c'est Émilie Rousseau que vous retrouverez. Il sera notamment question de la grande exposition de l'été au Grimaldi Forum, consacrée à Alberto Giacometti. Le commissaire de l'exposition, Émilie Bouvard, sera notre invitée. Et en avant-goût, voici les photos des ultimes mises en place, des ultimes réglages, des photos signées Manuel Vitali. Très belle et douce soirée à tous.